Donc, quelle serait la raison de cette activité aujourd'hui sans nos auteurs? Alors, j'aimerais vous présenter les auteurs du référentiel. Donc, Suzanne Guillemette de l'Université de Sherbrooke, Isabelle Vachon et Godal Guertin de l'Association des conseillères et des conseillers pédagogiques du Québec. Donc, je vais débuter la présentation du référentiel que nous vous présentons aujourd'hui. Ça nous fait plaisir. Il faut dire que pour l'équipe, pour Suzanne, Isabelle et moi-même, c'est un long moment de 3 ans et demi de recherche et nous avons rencontré des centaines de conseillères pédagogiques, soit par des entretiens ou par le questionnaire. Donc, on a eu beaucoup de contacts avec les gens. Au cours des 25 prochaines minutes, nous allons survoler le document et voici un peu, grosso modo, ce que nous allons y voir. Oui, on est rendu à la deuxième. Donc, ça sent bien. Pourquoi un tel référentiel? Ce que c'est, sur quoi est-il fondé, comment on s'y est pris et en quoi ou quels sont les principaux résultats de cette recherche. On va à la problématique. Donc, grosso modo, pourquoi un tel référentiel? Bon, on a réalisé, c'est pas nous, là, je pense que la majorité des gens pourraient le dire, qu'au cours des dernières décennies, il y a eu une grande évolution de la profession des CP et une transformation marquée du domaine de la conseillance pédagogique. J'ai été conseiller, je fais la retraite maintenant. Si je regarde les 30 années en arrière, le rôle et les fonctions du conseiller d'aujourd'hui sont, en tout cas, les fonctions sont assez différentes. De plus en plus, on constate que les CP ont des tâches pour soutenir les changements du personnel scolaire, du personnel enseignant et également le personnel des directions d'établissement. Ça, c'est nouveau dans le décor et c'est apparu depuis au cours des dernières années. Également, les interventions des CP appellent plusieurs actes professionnels. Ceux qui ont été conseillers il y a peut-être 25-30 ans, on était confinés à des tâches beaucoup plus définies, beaucoup plus restreintes, ce qui n'est plus le cas maintenant. Donc, les verbes, vous en avez une série, informer, former, soutenir, accompagner, planifier, innover, chercher, expriment cette diversité que l'on constate dans les tâches et fonctions du CP. Il faut en tenir compte pour expliciter l'agir compétent. On ne peut plus simplement se limiter à quelques mots. Il faut avoir cette ouverture parce qu'il faut tenir compte du réel dans lequel le CP, la CP doivent évoluer. Donc, il y avait une nécessité de cerner davantage les exigences professionnelles qu'ils doivent développer pour agir de façon compétente en situation. C'est une question de cohérence. L'absence d'un référentiel situant l'agir professionnel des CP en conseillance pédagogique en milieu scolaire laisse un flou quant à la profession et d'autres aspects importants risquent de confondre l'identité professionnelle des CP avec celle d'autres acteurs du système scolaire. Donc, il y a eu une fluctuation croissante des tâches dévolues au CP. Cela a exigé une meilleure adaptation dans leurs actions. Les exigences organisationnelles en mutation provoquent également des modifications quant aux tâches et aux fonctions. Ainsi, il est de plus en plus difficile de circonscrire. Oh, on est allé un petit peu. Je pense que c'est les diapositives. Ah, c'est l'autre avant, mais on va y arriver. Donc, il était de plus en plus difficile de circonscrire la profession de la conseillance pédagogique et de bien marquer l'identité des professionnels. On arrive au cadre théorique. C'est le cadre à partir duquel, en fait, on a mené par la suite des travaux de recherche. Ce qui est au cœur, notre préoccupation, c'était d'en arriver à mieux cerner l'agir compétent. Donc, pour nous, il s'agissait à travers des situations professionnelles réelles. C'est ce que nous avons fait. Nous avons rencontré entre 70 et 80 à peu près, donc des gens qui ont raconté, pour dégager
ce qui était, selon nous, les familles de situations professionnelles emblématiques, celles que vous retrouvez, les 4 grandes situations que vous retrouvez dans le référentiel. En fait, c'est en cernant et en extrayant des situations professionnelles réelles, les invariants. Donc, qu'est-ce qu'il y avait à travers ces différentes situations qu'on pouvait reconnaître et identifier, qu'on a réussi à dégager des situations qu'on appelle situations professionnelles emblématiques. Le terme emblématique nous a été suggéré par Jacques Tardif lors des discussions. Louise en rappellera parce qu'elle était également sur le comité scientifique. Pourquoi ne pas partir du rôle? Je m'éloigne, mais vous allez me comprendre quand même, je ne suis pas assez fort. Pourquoi ne pas partir du rôle? Parce que le rôle, selon nous, en fait, risque d'être tributaire d'un moment. On dit un rôle, on le saisit là, mais il y a moins cet aspect de pouvoir être perçu au-delà du temps et de l'organisation. Donc, il confine trop l'individu à l'organisation et au temps. Pourquoi ne pas partir de l'identité? On se répète une autre voie. Le choix qui a été fait, c'est que partir de l'identité, c'était de partir davantage de ce qu'on appelle des paramètres qualificatifs, singuliers et arbitraires. Et ce qu'on réalisait, c'est que le concept d'identité est complexe. Au regard des mutations subies par le CP, tâches et fonctions, la description de l'agir par l'identité risque d'être évanescente. Pourquoi ne pas parler d'un, ça c'est un point important, Isabelle insiste que c'est important pour nous. Pourquoi qu'on ne parle pas d'un référentiel de compétences? Parce que dans un référentiel de compétences, ce sont souvent des actions attendues. M. Jonard l'a souligné, et ce n'est pas la voie qu'on voulait emprunter. On voulait davantage décrire, voir, percevoir le CP en action, en situation. Donc, on en a des beaux référentiels de compétences, mais c'est comme une liste de comportements, d'attitudes à avoir. Vous avez un très beau glossaire à la fin de l'ouvrage. Consultez-le. On a pris le temps, c'était exigeant pour nous, mais tous les mots, les concepts qu'on utilise dans le référentiel, on a pris le temps de bien les définir, et c'est à partir de ces définitions-là qu'on a travaillé. J'insiste sur 2 définitions. Merci. Celui qui est très important pour nous, c'est celui de l'agir compétent. Donc, je vais prendre le temps de le lire, de lire la définition, de la lire. L'agir compétent se manifeste par la mobilisation, la combinaison ou l'adaptation d'un faisceau de ressources dans une situation professionnelle donnée afin d'y poser des actions organisées en un système. La professionnelle ou le professionnel agit de façon à atteindre un but ou à résoudre des enjeux selon la compréhension qu'elle ou qu'il a de la dite situation. Ça, c'est vraiment le cœur de notre recherche. Deuxième petite définition. Je passe à la suivante, parce que l'autre, c'est un complément. La situation, c'est la situation professionnelle emblématique. Pour nous, la façon de la définir, on dit que la situation professionnelle emblématique est authentique, récurrente. Ces paramètres sont suffisamment similaires à une situation autre, même si les contextes sont différents. Suzanne. Avez-vous hâte qu'on vous présente les résultats de la recherche? Ça va venir. Mais d'abord, j'ai comme le goût de vous raconter comment ça s'est passé, cette démarche de recherche. On va d'abord identifier les objectifs de recherche sur la prochaine diapo. Les membres de l'association des conseillères-conseillers pédagogiques ont choisi un jour de venir frapper à la porte puis de nous dire « Avez-vous le goût de réfléchir avec nous? On aimerait avoir un référentiel de l'agir compétent en conscience pédagogique. » À ce moment-là, on n'était pas certain, est-ce qu'on voulait un référentiel de l'agir compétent ou un référentiel de compétences? C'est là que les premières discussions ont commencé à naître autour de la table, à réfléchir sur comment nous allions nous prendre. Donc, d'abord et avant tout, on s'est dit, comment allons-nous travailler? On a choisi de d'abord identifier un objectif général qui était d'élaborer ce fameux référentiel. Éventuellement, c'est devenu élaborer un référentiel avec les actions professionnelles et éventuellement, c'est devenu élaborer un référentiel de l'agir compétent. Et là, je passe parce que vous pouvez lire cet objectif général. Et pour arriver là, nous devions mettre en place une démarche
rigoureuse qui allait nous permettre de démontrer le travail que vous faites dans le milieu et d'en faire ce que Donald vient de nommer un emblème pour venir soutenir l'identité professionnelle des conseillères et conseillers pédagogiques au Québec. Donc, nous nous sommes dit, nous allons décrire les situations professionnelles réelles pour pouvoir en dégager des situations professionnelles emblématiques. Et à partir des situations professionnelles emblématiques, pouvoir formuler les différentes composantes. Je vous raconte comment ça se passe, même si déjà depuis le début, on a déjà commencé à mettre les pièces du casse-tête. Je pense que c'est important d'y revenir pour vraiment ancrer la rigueur de la démarche et que vous puissiez être fiers de dire ce référentiel de l'agir compétent, c'est vraiment représentatif de ce que nous sommes, de ce que nous vivons au quotidien, parce que c'est nous qui avons participé à cette démarche. Donc, et pour y arriver, on a choisi, je vais aller à la prochaine diapo, de favoriser une démarche de recherche qu'on a appelée collaborative et appréciative. Dans les démarches de recherche appréciative, normalement, on va parler de recherche-action appréciative. Vous comprendrez que dans une démarche de recherche-action, il y a une dimension itérative où je dois me rendre à plusieurs reprises dans les commissions scolaires et voir cheminer, travailler les gens. On n'avait ni le budget ni le temps pour faire ça, mais on se disait, nous voulons absolument nous rendre sur le terrain, travailler avec les personnes, les acteurs du milieu que vous êtes, les professionnels que vous êtes. Donc, on va dégager ces situations réelles dans une démarche de recherche collaborative où on va travailler avec vous, et appréciative parce que ce qu'on voulait, c'était d'avoir une posture épistémologique qui se disait positive dans ce sens d'identifier ce qui fonctionne dans le milieu et non pas d'identifier ce qui ne fonctionne pas et quels sont les problèmes que vous vivez au quotidien. Trop souvent, dans nos démarches, on dit « qu'est-ce qui pose problème ?» Ce qu'on a voulu faire ici, c'est « qu'est-ce que vous faites qui donne des résultats sur la réussite des élèves. Quelles sont vos actions au quotidien? Quelles sont les situations que vous vivez pour lesquelles vous pouvez nous dire qu'il y a des retombées directes ou indirectes sur la réussite des élèves? Puisque vous travaillez surtout avec le personnel enseignant et de plus en plus, d'ailleurs, ça a émergé de la démarche avec les directions d'établissement. Alors, on s'est positionné dans ces deux dynamiques. Alors, l'importance de l'interrelation entre les acteurs du milieu scolaire et universitaire, en réponse à vos besoins réels, dans l'agir compétent, et cette posture où on dit, on regarde qu'est-ce qui est porteur de réussite. Je passe à la prochaine. Un schéma un peu complexe, mais je trouvais nécessaire de le présenter parce que c'est vraiment ce schéma qui va démontrer toute la rigueur. Et si quelqu'un vous questionne sur la rigueur de la démarche, ben, sortez la page 26 du référentiel et montrez-leur ce schéma. D'entrée de jeu, tantôt, Julie nous a parlé des 3 comités. Je répéterai pas tous les gens qui ont participé dans ces 3 comités-là, mais les 3 comités permettaient de pouvoir assurer une forme de triangulation au niveau de l'objectivation des situations que nous allions dégager dans le milieu. Le comité de pilotage pour s'assurer de réguler la faisabilité de notre démarche, pour entériner cette démarche-là, pour s'assurer aussi de la rigueur de notre démarche et s'assurer aussi de l'aspect éthique de notre démarche. Le comité scientifique pour nous questionner à plusieurs reprises sur pourquoi pas un référentiel de compétences versus un référentiel d'agir compétent. Pourquoi pas des situations professionnelles types et non pas, et pourquoi des situations emblématiques. Nous nous sommes fait bombarder de questions qui nous ont amenés à réfléchir et à mettre en place tout ce cadre conceptuel que Donald vient de vous présenter. Donc, ce comité scientifique était important. Et les membres du comité scientifique, au départ, nous ont dit « Nous sommes intéressés à réfléchir avec vous sur l'aspect méthodologique et contenu conceptuel, mais nous ne voulons pas faire l'analyse des données. Nous croyons que ça appartient aux acteurs du milieu. » Ces gens-là avaient tout à fait raison. Ça appartenait à vous, conseillères, conseillers pédagogiques, de venir valider ce qu'on allait faire émerger dans le cadre de la démarche. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de mettre en place un comité qu'on a appelé praxiologie. Praxiologie, pratique dans le milieu. Où vous étiez représentés, ces membres du comité praxiologique étaient formés exclusivement de conseillères, conseillers pédagogiques.
On avait aussi les membres de comité de coordination. Les membres du comité de coordination, ben, c'était les deux personnes au départ, Isabelle et moi, qui avons débuté la démarche et éventuellement Donald s'est joint à nous. Qu'est-ce qu'on a commencé par faire? On a identifié notre échantillonnage, puis on s'est dit comment on va faire pour s'assurer d'avoir une représentation de l'ensemble des travaux qui se font au Québec. Donc, on a dit, on va aller, je vais tout de suite t'amener à l'autre diapo, puis je reviendrai. On va aller chercher un échantillon de gens représentatifs de tous les milieux. Et on s'était bien dit, nous allons prendre une représentation de l'ensemble des commissions scolaires au Québec, non seulement les commissions scolaires autour de l'île de Montréal. Souvent, les démarches de recherche se passent là. Mais on s'est dit, c'est pas vrai que ça se passe juste là. Ce qui se passe là, c'est extraordinaire, mais il se passe plein d'autres choses. Puis probablement qu'en Abitibi ou en Gaspésie, on ne travaille pas tout à fait de la même façon. Donc, on est allé chercher des échantillonnages représentatifs de petites commissions scolaires, de moyennes commissions scolaires et de grosses commissions scolaires. Je reviendrai au départ. Pour pouvoir aller dégager les premières situations professionnelles, comme l'a bien nommé Donald, nous avons choisi de faire 12 groupes, 12 cohortes de réflexion, de groupes de discussion qu'on a animés sur des demi-journées dans une démarche d'analyse de pratique. Vous pourrez aller voir dans l'annexe tout le descriptif de notre façon de travailler. On vous a mis même notre canevas d'entretien. Bon, alors, on demandait aux conseillers pédagogiques de vraiment nous rendre explicites des situations professionnelles et à partir d'une des situations choisies au sein du groupe, on analysait cette pratique-là pour vraiment forer la situation professionnelle. À partir de ces 12 situations professionnelles, nous avons commencé à faire l'analyse des résultats pour faire émerger les premières situations emblématiques. Et c'est à partir de ces premières situations emblématiques que nous avons travaillé sur le sondage pour valider ces situations emblématiques. Donc, nous avons envoyé les situations emblématiques à l'ensemble des conseillers pédagogiques du Québec, ainsi qu'à des directions d'établissement et à des enseignants qui sont vos partenaires, finalement, pour venir valider. Et lorsque nous avons fait ce deuxième niveau d'analyse de données, on s'est aperçu qu'il y avait une situation emblématique qui émergeait qu'on n'avait pas vue dans nos 12 premiers groupes de discussion. Et à ce moment-là, le groupe s'est donné comme devoir de refaire un groupe de discussion avec des conseillers pédagogiques plus ciblés, qui avaient beaucoup d'expérience dans le milieu, qui pouvaient nous permettre de revalider cette nouvelle situation emblématique émergente. Je ne vous la nomme pas, je vais laisser le cadeau à Isabelle. Alors, à partir de cette nouvelle situation emblématique, nous avons pu dégager, et là, je vais aller un petit peu plus loin, dans 2 diapos plus loin, nous avons dégagé les situations emblématiques. Pour chacune des situations emblématiques, nous avons parlé d'un contexte, de 2 contextes, et pour une situation emblématique, nous avons un 3e contexte qui émerge. Et nous avons pu décliner les exigences professionnelles, ce que M. Jonard a appelé tantôt les faisceaux de ressources mobilisés, les actions clés, cette notion de prise de recul qui est une exigence pour pouvoir agir avec compétence dans le milieu. Que voulait dire cette prise de recul pour chacune des situations emblématiques? Et nous avons dégagé 3 exigences professionnelles transversales qui, à notre avis, nous permettaient aussi de documenter les résultats attendus au regard de la réussite des élèves. Il y a des gens qui ont été capables de nous rendre très explicites les gestes qu'ils menaient dans le milieu et les résultats concrets qu'on voyait chez les élèves. Alors, nous avons cru important les dégager et les présenter. Je recule juste d'une diapo, juste pour vous montrer que dans les sondages, les types de personnes qui ont répondu au sondage pour les conseillers et conseillères pédagogiques, c'est plus de 230 quelques personnes, puis on ne calculera pas les pourcentages ici, parce que vous allez voir qu'on arrive toujours en haut de 100%, mais on se disait, ce qui est aussi complexe dans votre travail, c'est que votre profil nous démontre bien que parfois vous êtes CP à formation générale des jeunes et en même temps vous faites de l'adaptation scolaire. Parfois vous êtes aux jeunes et aux adultes en même temps. Donc, une même personne pouvait répondre à différents profils. C'est la raison pour laquelle on voit la complexité de ce tableau. Isabelle?
Oui, C'est le temps. c'est le temps. C'est le temps. Qui a le plaisir et le privilège de vous présenter les résultats. Alors, vous avez bien compris dans les précédents propos qu'on n'a pas la prétention de couvrir l'ensemble de la profession, mais bien les situations professionnelles emblématiques les plus représentatives de celle-ci. Alors, lors des entretiens, vous allez le trouver dans le canevas à la fin. Oui. OK. Alors, peut-être à la diapositive précédente, puis vous allez pouvoir me suivre quand je tourne mes pages. Alors, quand on a rencontré les équipes de conseillers pédagogiques, de conseillères pédagogiques, on leur a demandé d'évoquer une pratique de conseillance qui était gagnante, qui a suscité des actions éducatives, pédagogiques ou didactiques qui étaient en soutien à la réussite des élèves. On allait en exploration en ce sens-là et donc, tous les résultats qui sont présentés aujourd'hui sont issus de contextes véritables qui ont été consignés lors des entretiens de groupe. C'est important pour moi que je vous le redise. On ne vous a pas écrit ce qu'on devrait faire, mais on a écrit ce qu'on fait, nous, comme conseillers pédagogiques. Chaque situation emblématique, souvent je le dis, était constituée de 1, 2 ou 3 contextes. Alors, notre première, tout simplement parce que c'est notre première diapositive, ils n'ont pas d'ordre, là, ils n'ont pas d'ordre d'importance non plus. On a de conseiller le personnel scolaire sur des pratiques éducatives, pédagogiques ou didactiques en situation de résolution de problèmes ou de coaching. Alors, par conseiller, on entend établir auprès de personnes ou de groupes un rapport d'influence qui est fondé sur la littérature scientifique et professionnelle, sur l'expertise, les savoirs professionnels et les habiletés d'interaction du conseiller. Ces interventions-là sont davantage ponctuelles et le but était de répondre, favoriser une réponse qui est adéquate quant au questionnement que pouvaient avoir des intervenants au sein d'une organisation. Dans le sondage qui a été envoyé au niveau du Québec, on avait 81% des CP qui étaient interrogés qui se reconnaissaient tout à fait ou à quelques nuances près dans le fait qu'ils agissaient, eux, oui, à titre de personnes ressources pour contribuer à la résolution de problèmes ou qui étaient exprimés par des directions d'école, des enseignants ou une équipe d'enseignants. On avait un autre contexte aussi qui a émergé, c'est celui du coaching. Alors, coacher un membre ou des membres d'une équipe école dans ses pratiques éducatives, pédagogiques ou didactiques. Dans nos situations professionnelles réelles, on avait des CP qui, par exemple, s'occupaient de la formation continue des enseignants en insertion professionnelle. Alors ça en était un contexte dans lequel il y avait du coaching, ou des enseignants qui enseignaient pour la première fois une discipline qui n'était pas dans son champ habituel. Alors, on trouvait des contextes comme ceux-ci. À la suite du sondage, on a aussi vu un troisième contexte apparaître, celui de donner un avis. Alors, donner un avis sur du matériel didactique, sur une recherche qui vient de paraître. Alors, différents contextes comme ça qui a émergé pour la situation professionnelle conseillée. Je ne pourrais pas aller dans le détail pour chacun des résultats. Je vais juste vous donner un exemple, celle de conseiller. Alors, cette situation professionnelle emblématique-là fait appel à des exigences professionnelles. Pour chacune d'elles, vous allez en retrouver entre 6 et 8. Et ces exigences professionnelles-là de la situation appellent des actions clés. Alors, on a mis les principales actions clés que les conseillers nous ont partagées. Vous allez voir à la fin de l'énoncé, vous avez une numérotation. La numérotation s'associe avec l'exigence professionnelle. Et ces actions clés-là ne peuvent pas se vivre sans que le conseiller, que la conseillère pédagogique combine et mobilise tout un faisceau de ressources. Alors, vous allez les retrouver à la page suivante. Les principales ressources internes ou externes qui sont mentionnées par les CP lors des entretiens. On avait aussi fait l'hypothèse, c'est mieux dit que le pari, j'allais dire le pari, on a aussi fait l'hypothèse, en début de projet, de voir est-ce que les retombées que nous, on a, on se doutait bien qu'on allait avoir des retombées auprès des enseignants, puis on a fait aussi l'hypothèse qu'on pourrait peut-être observer des retombées au niveau des élèves, indirectement. Alors, force est de constater qu'on a réussi, à l'aide des verbatims des gens rencontrés, on a réussi à dégager ce qui avait un impact direct sur les enseignants, mais aussi un impact indirect sur les élèves. Alors, on avait des données à ce sujet-là.
Alors, sans vouloir être exhaustif ou complet, ils peuvent servir d'indicateurs à ce qui pourrait être attendu lorsque l'agir compétent du CP se déploie dans cette situation-là. L'agir compétent ne le serait pas sans prise de recul. Alors, prise de recul sur le contexte d'intervention dans lequel on est et aussi sur soi. Donc, prise de recul très succinctement, davantage sur soi. On va parler d'aller-retour entre la mobilisation des ressources, des actions clés qui ont été appelées par les exigences professionnelles, les retombées sur la situation qu'on est en train de vivre, nous amène une prise à distance qui va nous permettre de développer de nouveaux schèmes opératoires ou d'actualiser nos schèmes et qui va faire en sorte qu'on va pouvoir réinvestir ces apprentissages-là directement dans l'action ou dans des situations ultérieures. Alors, vous pourrez aller lire de façon plus détaillée à l'aide de votre référentiel. Notre deuxième situation professionnelle emblématique, former le personnel enseignant et les autres personnels scolaires sur des objets éducatifs, pédagogiques ou didactiques, soit en classe et au sein de l'organisation. Alors, on a, par former, premièrement, je vous dirais que vous allez le trouver, là, on l'a bien défini, c'est un processus, une démarche d'analyse, de planification, de conception, d'animation et d'évaluation. Ces activités-là sont offertes à une ou plusieurs personnes. L'idée de développer des savoirs professionnels ou d'en augmenter leur efficience et leur efficacité. Alors, le premier contexte, explicité en classe, c'était intéressant. On voyait des différentes formules au cours des entretiens, des gens qui le faisaient à distance, qui entraient dans les classes, mais par le biais des médias, des gens qui faisaient des classes labo ou des gens des CP qui devenaient enseignants d'un jour. Donc, on avait 52% des CP interrogés qui disaient à l'occasion mettre en place ce contexte-là, vivre ce contexte-là. Et on avait aussi 92% des CP qui interrogés qui nous disaient qu'ils donnaient de la formation au sein de leur organisation sur des objets ciblés. Notre troisième, accompagner le personnel scolaire dans un contexte de collaboration ou de mobilisation pour mieux soutenir l'amélioration des pratiques éducatives, pédagogiques et didactiques. Alors, par accompagner, on parle d'une démarche à laquelle une personne, le CP accompagnant, guide une ou plusieurs personnes, des accompagnés après s'être entendu sur un but commun qui est défini aussi dans le temps. Cette démarche-là est définie dans le temps pour amener soit un changement, une adaptation, une régulation des pratiques. Au cœur de l'accompagnement se retrouvait la pratique réflexive, le questionnement, l'étayage, l'écoute aussi. Et dans les contextes qu'on a observés, dans 94% des cas, on voyait que ça se faisait dans un contexte de collaboration. Les CP nous ont confirmé ça lors du sondage. Et on avait 92% des CP qui ont précisé aussi qu'ils mobilisaient dans le cadre de leur travail un ou plusieurs membres du personnel scolaire. Alors, dans une optique de collaboration et aussi dans soit avec une direction d'école ou une équipe d'enseignants et dans une optique d'accompagnement, de mobiliser une équipe dans un processus d'amélioration continue. Vous avez remarqué probablement depuis le début aussi, je ne parle pas que d'enseignants, parce que rapidement, on s'est rendu compte que les conseillers pédagogiques intervenaient aussi auprès de direction d'école, de personnel de soutien, de professionnels. Donc, on a élargi souvent notre appellation à du personnel scolaire pour inclure tout ce beau monde. Notre petite dernière aussi, que Suzanne m'a laissé le plaisir de présenter, innover en pédagogie, en didactique et en éducation par la recherche et le développement. Alors, la toute dernière, mais non la moindre, elle démontre que la profession est en évolution. Elle semble de plus en plus présente dans les milieux. Quand on parle d'innovation en conseillance pédagogique, on parle d'un changement qui est mis de l'avant et qui vise essentiellement l'amélioration de l'apprentissage des élèves, mais par le biais de la transformation des pratiques enseignantes sur différentes dimensions, soit curriculaires, pédagogiques ou organisationnelles. Alors, on avait près la moitié des répondants du sondage qui disaient d'intervenir dans ces différents types de situations-là, que ce soit de chercher avec des universitaires des pistes de solutions ou d'intervention au regard de questions qui étaient issues de leur propre milieu,
ou de développer des dispositifs variés en soutien à la pédagogie, à la didactique ou à l'éducation. Par dispositif, on entend des outils, des démarches, des stratégies, des guides, des activités. Vous avez cette précision-là aussi dans le référentiel. Alors, c'était nos 4 situations professionnelles emblématiques. De celles-ci aussi, ce qu'on a vu apparaître au fil de l'analyse des données, c'est des exigences professionnelles transversales qui se retrouvaient dans chacune des situations, puis qu'on a décidé de mettre plus en apparente. On va vous laisser lire Agir, éthique et communication. Vous avez déjà des référents par rapport à ça. Mais aujourd'hui, on s'intéresserait peut-être à l'intelligence de situation, qui est la troisième, qui est peut-être moins dans notre discours actuel. Lors des entretiens de groupe, on entendait les CP qui décrivaient leur récit de pratique, qui disaient « j'ai vu que, j'ai entendu que, j'ai senti, j'ai ajusté ». Et là, ce qu'on observait, c'est que le CP en action s'ajustait, se régulait au fur et à mesure des manifestations perçues par le groupe dans lequel il était et qui adaptait en fonction de ses propres conceptions et de sa finalité ou du but qu'il poursuivait. C'est comme un peu, M. Jonard il l'a bien défini au départ, vous avez bien fait ça, monsieur. Bon. Dans sa première diapo, c'est comme si on avait mis des capteurs sur notre cerveau, notre corps, notre cœur, puis ces capteurs-là nous permettent de nous ajuster au fur et à mesure des interventions à ce qui est présent. Alors, on parlerait ça m'a déconcentré, hein, alors, ça nous permet de nous adapter tout au fur et à mesure aux réactions des interlocuteurs. Donc, l'intelligence de situation, c'est vraiment un rapport entre l'agir compétent et la situation, c'est indissociable. C'est des éléments comme un trio gagnant. Donc, c'est une prise de conscience en action. Vous allez retrouver aussi des indicateurs de comment ils se manifestent dans le référentiel. Alors, j'ai aussi la chance de faire la conclusion. C'est important pour nous de vous préciser que ce référentiel-là, ce n'est pas une finalité, ça se veut un guide qui sera évolutif. On a vu que les situations, avec les propos de M. Jonard, évoluaient au fil des années. On a vu aussi qu'on les interprétait en fonction de nos propres représentations. C'est un peu ça qu'on vous propose, de l'utiliser comme guide pour réfléchir et faire une prise de recul à partir de ces éléments-là. Ça se veut aussi un outil de reconnaissance de la profession. On avait peu d'éléments. Vous le dites au départ, on avait des tâches, des rôles, mais on n'avait pas d'éléments qui représentaient la profession. Alors, c'était le souhait. Et je terminerai en remerciant encore. On vous a parlé des 3 comités praxéologiques, scientifiques et de pilotage. Je voudrais aussi remercier M. Claude Lessard qui a été préfacier pour notre référentiel. On est très chanceux de pouvoir avoir M. Lessard en préface. Les commissions scolaires qui ont participé à la recherche et qui nous ont donné de l'eau au moulin pour construire ces données-là. Et nos nombreux partenaires, ils ont été nommés au départ. Je voudrais redire aussi que la DGEC s'est joint aussi au groupe par le biais de Mme Hilaire au fil des travaux. La Fondation Chagnon, qui est tout à fait discrète aujourd'hui, mais par choix, mais qu'on remercie infiniment, sans qui cette recherche-là n'aurait pas vu le jour. Si tout le monde a un référentiel actuellement dans les mains au Québec, si ce n'est pas le cas, ce sera très prochainement. C'est grâce à la Fondation Chagnon pour qui c'était important de rendre le produit accessible et disponible à tout le monde. Vous allez aussi avoir la version électronique qui est actuellement en ligne sur le site de l'association pour le moment. Oui, aussi, on veut vous parler de la maison. Je veux juste vous dire que tous les référentiels de compétences ont été distribués dans les 70 commissions scolaires francophones, anglophones, partout au Québec. Si vous n'avez pas votre copie en main actuellement, c'est qu'elle est au bureau de votre direction générale. C'est là qu'elles ont été envoyées. Elles seront distribuées sûrement sous peu.
Je voulais aussi vous inviter à la première page, vous avez un petit croquis-notes qui est détachable à afficher avec fierté votre profession puis vos compétences, votre agir compétent. Et je terminerai aussi avec la maison d'édition qui a fait un travail remarquable au niveau de la qualité graphique. Je ne sais pas si vous le trouvez beau, mais nous, on le trouve très beau. La qualité du papier, un énorme merci vraiment d'avoir rendu ce référentiel-là si attrayant. Voilà. Alors, à cette étape-ci, oui, on aurait une période de questions. Alain va venir faire la gestion de la période de questions. Alors, soit en ligne ou soit en présence. Si vous avez des questions pour l'un d'entre nous, M. Jonard, ce serait le moment. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Peut-être si vous avez des questions, vous pouvez vous avancer. On va pouvoir répéter la question aussi. Oui. Okay. S'il y a des questions en ligne aussi, c'est autant de poser des questions en ligne. En fait, j'ai un commentaire pour M. Jonard. On a un commentaire après que vous ayez terminé votre présentation. Il y a quelqu'un en ligne qui a dit que c'était du pur plaisir. Je n'ai pas tout dit, hein, c'est ça. Imaginez. Peut-être préciser, Alain, qu'il y aura un texte de M. Jonard qui va être déposé de sa conférence, un texte complet. Donc, il y aura un texte, on me dit qu'il y aura le texte de M. Jonard qui va être déposé aussi sur le site de la CCPQ. Déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Bon. S'il n'y a pas d'autres questions. On va attendre quelques minutes. Peut-être que les gens en ligne. On avait combien de connaissances scolaires? Plus de 50. Ah, il y a une question ici, oui. Je me demandais juste, le ministère de l'Éducation, est-ce qu'il a joué un rôle dans le document? La question, c'est est-ce que le ministère de l'Éducation a joué un rôle dans le document? Je vais répondre. Ça va être plus neutre. Ça va être plus neutre. Je vais répondre. Nous avons invité à plusieurs reprises, notamment au comité de pilotage, un membre représentant du ministère. On se rappelle que le projet a débuté il y a plus de 3 ans et demi. Donc, à toutes les fois qu'il y avait des changements au ministère, on renvoyait l'invitation. Nous avons aussi envoyé une copie de l'épreuve avant qu'il soit finalisé, édité. Une dernière copie au ministère. On nous a félicité pour le travail et pour la qualité du travail. Oui, c'est envoyé à la sous-ministre. Nous les avons invités aujourd'hui et malheureusement, ce n'était pas possible pour eux de se déplacer. Voilà. Merci. Oui, il y a une question. Oui, j'ai des commentaires en ligne. Beaucoup de gens vous remercient pour ce beau travail. Vous remercient aussi pour la démarche rigoureuse dont vous avez fait preuve et très représentative aussi. Donc, il y en a qui veulent qu'on les nomme aussi. Merci de la part des conseillers de la CSMB. Ils voulaient qu'on les nomme. Non, mais c'est beaucoup de remerciements ici que j'ai en ligne. Merci. Des commentaires? Ah, il y a la commission DGS, des grandes seigneuries aussi, qui veut qu'on les nomme. Il faut souligner que la commission scolaire d'ici est une des commissions scolaires qui a participé à la recherche. Oui. Je pense qu'il faut le souligner aussi. Oui, une question ici. Quelle différence doit-on faire? Oups, ça a bougé, excusez-moi. Quelle différence doit-on faire entre coacher et former? Et pourquoi vous avez associé coacher à conseiller plutôt qu'à former? Ah, vous allez voir. Retourner aux sources des définitions. Oui. Retour aux sources? Oui, aux définitions, il faudra aller voir dans le glossaire. Je pense que la définition complète permet de mieux pourquoi on l'a situé là. Le coacher, c'est un entraînement à court terme qui pouvait se définir en 1, 2 ou 3 rencontres, là, en début d'année surtout. Alors que quand même, former était aussi dans une optique de court terme. Mais c'est tout. D'analyse, de planification. La formation, dans la formation, on développe davantage des savoirs professionnels, je vous dirais, planifiés et organisés
selon une séquence logique. Dans le coaché, ce qu'on a observé, pourquoi il est plus dans le conseiller, c'est que c'était, j'aime pas ça dire ce mot-là, mais disons un ensemble de ressources qui étaient partagées rapidement. Voici les meilleures ressources, puis des outils qui rapidement, qui va faire en sorte que tu vas pouvoir démarrer ta classe ou tu vas pouvoir mettre en place les actions pédagogiques en place. On prenait pas le temps de nécessairement former les gens, mais on les outillait pour qu'ils puissent aller dans l'action rapidement. On était vraiment dans une perspective de résoudre une situation qui émergeait et pour laquelle on avait intervenu sur un court terme. Oui. Bien. Les CP de la formation professionnelle CSDM veulent se faire nommer. Les CP de la commission scolaire des Chic-Chocs aussi sont avec nous en ligne. Question pour Isabelle, est-ce qu'on va avoir le référentiel au prochain cours? Oui, bien en fait, vous l'avez tous présentement dans votre commission scolaire. Alors, la personne n'est pas CP, donc moi, j'inviterais peut-être la personne à aller sur le site de l'association et aller chercher la version numérique. Il faut savoir aussi qu'il va demeurer des copies des documents à l'association. Ouais. Puis comme co-responsable du micro-programme en conscience pédagogique, il va y avoir aussi des copies au micro-programme. Donc, pour certaines personnes, ce sera possible d'en recevoir aussi une version papier. En fait, la dame en question, elle est conseillère pédagogique, mais pas dans une commission scolaire. Ah oui, établissement privé, oui. Probablement, oui, ça Oui, c'est ça. Ça va me faire plaisir. Les CP d'English Montréal aimeraient savoir s'il y a une possibilité de le faire traduire en anglais. On avait fait cette demande. Là, on se penchera avec la Fondation Chagnon, mais au départ, on avait fait la demande, est-ce qu'on doit aussi le traduire en anglais? Et dans un premier temps, les gens de la Fondation nous avaient dit, on va d'abord le faire en français. Maintenant, la question se pose, donc on pourrait y réfléchir. Ça aborde, hein, ça aborde. Est-ce que tu veux compléter? Peut-être une suggestion, peut-être que ça pourrait être une collaboration avec le ministère de l'Éducation. Madame Royal trouve que c'est une bonne occasion pour travailler avec le ministère de l'Éducation. On fait encore la je peux intervenir. Attends un petit peu, là. Est-ce qu'il y a une suite qui est prévue? Quelles seraient les prochaines étapes du référentiel? Il y a deux éléments. Oui, vas-y. Peut-être un élément qu'on n'a pas nommé dans la collecte de données, c'est qu'on a aussi, dans le cadre des entretiens qu'on a fait dans les 12 groupes qu'on a rencontrés, demandé quels seraient vos besoins de formation. Ça, ce sont des données qui n'apparaissent pas présentement dans le référentiel, que nous avons en banque, qui nous restent à traiter et parallèlement à ça, ou complémentaires. De manière complémentaire, on est aussi à revoir le micro-programme en conseillance pédagogique, donc ces informations vont venir nous nourrir. Et parallèlement, on voudrait aussi faire des écrits. Puis Isabelle, je te laisse peut-être. Moi, j'ai envie de vous conserver la surprise, parce que oui, on est en train de préparer quelque chose qui va sortir dans quelques années. Donc, on vous laisse savourer le référentiel, mais sachez qu'il y a une suite de prévues qui sera intéressante pour vous. La CSDA est là aussi, dans le cadre du micro-programme en conseillance pédagogique. Il dit bonjour. On a Mme Louise Capra qui nous dit merci aussi. Et Louise qui travaille avec nous au micro-programme. J'espère que je n'ai pas oublié personne. La commission scolaire Val-des-Sarres est ici. La commission scolaire Val-des-Sarres est là. Bonjour Val-des-Sarres. On vous remercie pour mettre des mots sur les actions. Donc, on dit qu'on met des mots sur les actions. Merci beaucoup à vous quatre. Merci.